Bonjour tout le monde, on va commencer. Alors, je me présente, je suis Thérèse Audet, vice-doyenne à la recherche à la Faculté de lettres et sciences humaines et j'ai aujourd'hui l'honneur de vous présenter ce Midi recherché, un véhicule qu'on a mis en place pour permettre à nos professeurs de présenter leurs travaux de recherche à la communauté facultaire, mais aussi universitaire. Alors, ce midi, nous écouterons donc André Caillé présenter ses travaux sur le vibraphone dans un contexte de convergence entre la musique contemporaine et le jazz. André Caillé est professeur agrégé à l'école de musique où il enseigne le vibraphone, est-ce étonnant, et l'écriture musicale jazz. Il est également responsable du cheminement en composition et musique à l'image du baccalauréat en musique. Après la présentation de M. Caillé, Jean-Pierre Le Glonec, professeur au département d'histoire, avec toute la verve qu'on lui connaît, animera la discussion. Alors, je vous souhaite un bon midi recherché et je donne la parole à M. Caillé. Bonjour et merci pour l'introduction. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Disons pour commencer que je veux juste mettre les choses en perspective. Le projet ou l'ensemble des projets de recherche qui touchent au vibraphone sont des éléments complémentaires, disons, à ma fonction de professeur ici à l'Université de Sherbrooke. Les projets principaux de recherche sur lesquels je planche, sur lesquels je travaille, touchent l'analyse ou le lien entre la musique et le rôle de support qu'on va lui donner à l'image, qu'on va lui donner vis-à-vis la trame narrative. Donc, on est en train de découper des films, on est en train de voir de quelle façon est-ce que, par exemple, dans un film d'action, des percussions vont interagir avec l'image, donner plus ou moins de tension. Donc, évaluer toutes les possibilités pour être en mesure de mettre en place des moyens pour, disons, aider la compréhension du compositeur qui va être devant l'image, mais aussi aider l'efficacité de la musique qui va l'accompagner. Tout ça pour m'amener vers le vibraphone, qui est un projet complémentaire à tout ça, parce que lui va toucher à la fois, les projets dont je vais parler aujourd'hui, touchent à la fois l'écriture, donc la conception de la musique de façon générale, mais aussi la personnalisation, disons, de l'interprétation de l'instrument, qui, vous allez voir, est un élément fondamental quand on parle de jazz. Voilà. Donc, première problématique, on parle de convergence, on parle de mélange entre les genres musicaux. La première chose à voir quand on est dans cette dynamique-là, c'est comment est-ce que je peux faire pour connecter un médium, qui est le jazz, avec les autres genres musicaux. Pour le faire, évidemment, je vais avoir des conceptions théoriques à développer, et puis je vais devoir les mettre en application par après, à mon instrument en tant qu'interprète éventuellement. Ce que j'ai réalisé rapidement, c'était que pour pouvoir faire cette connexion-là entre les genres musicaux, spécialement entre le jazz et puis la musique classique ou la musique du monde et tout, il fallait que je mette en place une structure qui me permette de développer tout le médium harmonique, tout le cursus harmonique, disons, de ma musique, de façon à pouvoir aller chercher à la fois un langage qui est tonalement, disons, très structuré. On parle de Bach, on va parler ici de Charlie Parker à la limite dans les années 40-50, et à la fois éclaté ou détaché de cet environnement tonal-là. Là, on arrive à des musiques, disons, plus contemporaines qui vont toucher le détachement de cette tonalité-là. On peut parler de Schoenberg dans la musique moderne. On va parler aussi d'Ornette Coleman dans les années 50, des années 60. Bref, vous voyez le topo. Là. On ne parle pas juste d'échanger de façon horizontale entre les genres musicaux, mais on parle aussi d'être capable de mettre en place la structure pour qu'elle travaille sur le développement sur le temps, donc en hauteur. Donc, un travail à faire avec un outil harmonique qui me permettrait de pouvoir transiter à la fois de façon horizontale et verticale à travers mes structures harmoniques. Avec le travail, avec le temps, j'ai fini par développer une approche que j'ai nommée la superposition arborescente. Okay, c'est très imagé. On va prendre un petit pas de recul juste pour mettre les choses en place, et puis après, je vais vous expliquer puis vous montrer à l'instrument ce que ça peut donner. On va même en arriver à montrer à l'orchestre, au bout du compte, donc dans un médium écrit, ce que ça donne, puis les résultats, disons, globaux à la fin. Donc, pour commencer, superposition arborescente. Est-ce qu'il y en a ici qui sont moins familiers avec le concept de progression harmonique en musique? Oui, hein? Je m'en doutais un peu. Je vous ai préparé un exemple qui est super bon. Okay? Ceux qui me connaissent disent que je suis pas pire dans les exemples. Là, je vous ai trouvé une belle allégorie ici. Okay? Disons que développer une structure musicale, donc une œuvre complète, c'est un peu l'équivalent de traverser une rivière.
OK? Donc, pour avoir mon œuvre complète, ce que ça me prend, c'est plusieurs suites harmoniques qui vont suivre. Donc, des fois, ça va être la même qui va être répétée. De temps en temps, ça va être des structures qui vont être différentes. Et puis, finalement, à l'interne, bien, là, il va y avoir des petits changements, puis on va évoluer jusqu'à avoir une œuvre complète. OK? Ça, c'est la base pour ce qui est de la structure, disons, harmonique. Si je reviens dans la plus petite partie, qui est la suite harmonique, donc la phrase musicale, je vais comparer ça justement à ma traversée de rivière. Donc, je traverse ma rivière, et puis pour faire ma pièce au complet, je ne vais pas juste la traverser une fois, je vais la traverser une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, peut-être 100 fois pour arriver d'un bout à l'autre de l'œuvre. La traversée, la première traversée que je vais faire de ma rivière, va être équivalent à quoi? Va être équivalent à prendre des roches, les déposer dans le lit de la rivière, et puis d'avancer sur ces roches-là. Okay? Il y en a certaines qui vont être glissantes, il y en a qui vont avoir une forme bizarre. On va parler de tension versus résolution. Donc là, on va avoir un ajustement à faire. Des fois, il va y avoir beaucoup plus de tension juste avant d'arriver à la rive. Ça, c'est la structure de base. Là, on parle d'une phrase typique de Bach, de Mozart. On est vraiment dans un environnement où tout est au niveau de la base harmonique. À ce point-là, on a un choix qui se fait en s'en allant. On marche sur les roches, mais des fois, il va y avoir 2 roches. Donc, on peut faire une substitution, changer une roche pour une autre, et puis s'amuser comme ça en s'en allant. Mais reste qu'on est à la base de la structure harmonique. Maintenant, je pousse ça un petit peu plus loin. Je suis super à l'aise à marcher sur mes roches. Je m'achète des échasses. Pour pouvoir utiliser mes échasses, il faut que je sois évidemment capable de marcher sur chacune des roches. Mais également, je me retrouve à être à une hauteur un peu plus, qui me donne une vision un peu différente, disons, de mon parcours harmonique, qui sont les roches qui avancent. Donc, non seulement je vais pouvoir marcher sur mes roches, faire des substitutions, bouger là-dedans, mais en plus, je vais pouvoir sauter quelques roches. Donc, dire, je ne prendrai pas toutes les roches, je vais en prendre une sur 5, une sur 6, une sur 10, je ne sais pas, et avancer là-dedans. Donc, ce qui fait qu'en termes de tension, la musique va changer un petit peu. À ce point de vue-là, je vais devoir élaborer une musique un peu différente qui va se détacher parce que ça va être plus comme un saut de sauterelle. On va s'en aller puis on va atterrir comme ça. Maintenant, je suis vraiment à l'aise avec mes échasses où j'ai beaucoup d'argent, puis je m'achète des échasses qui font 40 pieds de haut. Là, vraiment, j'ai la totale. Mettons que j'ai encore plus d'argent, je m'achète un hélicoptère, je veux traverser toujours ma rivière. Je monte en hauteur. Le temps que je traverse ma rivière, là, je me retrouve dans une zone qui est un peu entre deux, où à la fois, je vois mon parcours harmonique, je les vois encore, les roches. Mais si je m'éloigne juste un petit peu plus, je me détache complètement de cette structure-là qui était à la base. Et donc, je me retrouve dans un environnement qui est séparé. Là, ça devient intéressant parce que structurellement, ma musique va continuer à avoir une direction parce qu'évidemment, je vais arriver à l'autre rive, je vais atterrir à l'autre rive au même endroit, mais le chemin pour me rendre, il n'est plus du tout le même. C'est là que la superposition arborescente devient intéressante. Si je fais le parallèle maintenant avec la forêt, superposition arborescente, donc l'allégorie que j'ai fait là, c'est un peu l'équivalent, chacune des roches, à un tronc. Donc, chacun des troncs, donc, il me donnerait l'image d'une des roches pour traverser ma rivière. Si je monte dans mon arbre, je vais avoir une structure qui va être arborescente et qui va se développer. Donc, les branches, je vais avoir les feuillages. Puis, éventuellement, je vais arriver à la cime complète de mon système qui, elle, s'appelle la canopée. La canopée, ce que c'est dans les forêts pluvieuses, c'est un environnement qui est détaché, disons, de la base de la forêt en général, parce qu'on va y retrouver une faune, une flore, on va y retrouver plein de choses qu'on ne verrait pas à la base et qui ne transiteront jamais vers la base. Donc, dans une structure qui est non seulement détachée en termes stylistiques, en termes, si je réfère à la musique, mais une structure qui est commune à l'ensemble des arbres de mon système. Et là, ça, c'est fascinant parce que ça vient justifier le fait de pouvoir transiter à travers mon arbre, donc d'évoluer de façon arborescente. Mais une fois rendu en haut, je vais pouvoir transiter à travers les arbres, toujours de façon cohérente avec mon arbre de base. Ce qui veut dire que je pourrais monter dans ma canopée, me promener, mais toujours être en cohérence avec ma base. Le concept de cohérence est hyper important quand on parle d'harmonie tonale. Donc, moi, étant allumé là-dessus, j'ai nommé mon système la superposition arborescente. Et là, je viens de vous expliquer un peu la chose en général. Disons, pour mettre du concret pour les musicologues que je vois devant moi aussi dans la salle, disons que chacun des troncs ou chacun des éléments de base serait un objet musical. Ça pourrait être une gamme, ça pourrait être un bout d'arpège, peu importe, un agrégat de son, qui va, lui, être apposé à chacun des accords. Donc, un élément qui va pouvoir être réutilisé d'accord en accord, finalement, puis chacun de ces éléments-là vont justement évoluer vers cette partie complètement détachée de mon système. Si je mets ça en pratique maintenant, je m'en vais au vibraphone, je vais vous faire un petit exemple. Je vais tenter de vous faire un petit exemple, puis ce n'est pas évident. Donc, je suis allé dans iTunes. Je suis allé chercher
la pièce qui était le meilleur vendeur pop des dernières semaines. Je me suis dit qu'avec ça, je rejoindrais tout le monde. Tout le monde connaît Adele ici. Hello? OK, on va s'amuser à partir de là. OK? Je joue dangereusement aujourd'hui. OK. Donc, le thème ressemble à quelque chose comme ça ici. Ça ressemble à ça? Je suis bon, je suis dedans? Quelque chose comme ça, OK? Je reprends cette structure harmonique-là. Pour les musicologues ici, j'ai quoi comme structure? En fait, j'ai 6, 4, 1, 5, 1. Donc, un gros, généralement, j'ai un gros 1 vers 5, finalement, une toute partie, puis un 1. Donc, ce que je vais faire, c'est refaire ma suite harmonique et maintenant jouer à ça. Donc, je vais rembarquer dans mon arbre et je vais monter jusqu'à la canopée. Vous allez voir, à un certain moment, on va se détacher de ma structure harmonique, puis je vais revenir tranquillement vers ma structure de base. Okay, je vais essayer de vous le faire rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour qu'Isabelle me surveille, là. Mais on y va. Okay. C'est fait, on connaît le terme, OK? On voit les genres, OK? Donc, voilà. Là, j'ai joué dangereusement aujourd'hui avec vous. Mais à partir d'une structure comme ça, c'est juste pour illustrer qu'on peut repartir d'une plateforme tout à fait tonnage. Je pourrais partir d'un choral de Bach et puis l'amener jusqu'à quelque chose de vraiment éclaté, mais pas juste en apposant quelque chose de nouveau dessus, plutôt en le voyant différemment, en le voyant comme de la sève dans un arbre qui va transiter globalement, okay? Donc qui va aller subtilement aller vers les feuilles. Là, je l'ai fait au vibraphone en improvisant, mais je l'ai testé aussi à l'orchestre, puis on va écouter ce que ça donne maintenant. Okay? Donc, si je reprends le même concept de superposition arborescente, puis je l'intègre dans une structure, cette fois-là, de musique de chambre, on va voir ce que ça donne. J'ai une pièce ici que j'ai interprétée, donc moi, je suis au vibraphone avec le Quatuor Molinari. C'est un concerto pour vibraphone et quatuor. J'ai sorti quelques extraits. Vous allez entendre un peu ce que ça donne. C'est le même jeu de structure qui va évoluer. On ne part évidemment pas d'une base tonale comme je viens de le faire là. On part de quelque chose de déjà un petit peu plus évolué, mais vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire en termes de couleurs harmoniques dans ce cas-là.
Voilà, c'était l'extrait. Merci, merci, merci. Maintenant, si on prend ça puis on le renvoie vers l'orchestre cette fois-là, je vous mets en contexte, ça va être une vidéo. Dans ce cas ici, j'étais il y a quelques années dans un stage à New York avec le Metropolitan Orchestra, donc je dirigeais l'orchestre là-bas, et puis on m'avait demandé, il y a certains étudiants ici qui vont reconnaître des trucs qu'on a vus en musique du monde, on m'avait demandé de faire une scène sur un film qui s'appelait Serenity. La scène est particulière, on est dans un vaisseau spatial, et puis la scène se déroule, c'est tout en observation, hein, ça ne bouge pas trop, mais on sent qu'il y a un danger. Puis l'objectif, c'était de réussir à mettre une trame sonore qui accompagne ça, mais qui ne viennent pas interférer dans l'environnement général, donc le visuel au global. Ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait une évolution de tension à travers la structure, à travers la petite scène qu'on allait faire là. Ça a tellement bien fonctionné parce que mon premier réflexe a été de dire, ben, je vais aller chercher la superposition arborescente. À cette époque-là, je commençais à travailler là-dessus. Je me suis dit, ça va faire un bon mélange, je vais être capable d'aller chercher. Puis ça a tellement bien fonctionné que finalement, ils ont gardé des extraits de ça pour des présentations après et tout. Donc, ils ont gagné des prix avec ça. Ça a été super. Donc, je fais écouter la scène. Vous allez voir, l'objectif, c'était de rajouter de la tension. Bien là, je fais exactement le même travail qui était mélodique tantôt, mais cette fois-là, structurellement, mais d'une superposition harmonique. Donc là, on va aller vraiment d'un point de vue plus large en termes de structure à l'écoute. Je pense que j'ai même le visuel ici. Oui, je sais ici. Voilà. Voilà, on va le mettre aux deux. C'est un film de série B, on s'entend. Watch. Et là, on est rendu quelque part dans les branches de notre arbre. Et on arrive. J'ai peu de temps, je n'irai pas plus longtemps là-dessus. Vous voyez le genre. Donc là, on est capable d'aller chercher une structure qui va être étagée cette fois-là, donc tout disons, en strates. Et puis au global, on arrive avec quelque chose qui ressemble plus à une montagne finalement à partir de ce qu'on avait à la base. Je m'en vais rapidement dans la deuxième problématique qui touche la personnalisation d'instruments. Vous avez probablement pas mal tous vu la vidéo sur le bending tone, donc une nouvelle technique que j'ai développée pour le jeu au vibraphone. Tout ça, on va pouvoir en reparler après avec Jean-Pierre, mais dans un objectif de personnalisation, disons, de mon langage, ce qui est un peu une des bases du langage jazz. La problématique auquel je faisais face à cette époque-là, c'était l'instrument, le vibraphone, un instrument qui est franchement intéressant, qui est génial. Je vous dis, c'est le meilleur instrument au monde pour quelqu'un qui veut développer. Vraiment, c'est fascinant. OK? Voilà. Ceci dit, maintenant, il y a une faiblesse à cet instrument-là. La faiblesse, c'est que le son, peu importe la subtilité avec laquelle je vais l'aborder, ça reste qu'une fois que le son est initié, disons, on ne peut plus le changer. On est pris avec. Contrairement à une flûte ou à une clarinette, par exemple, qui va pouvoir jouer dans le son. Même le guitariste va pouvoir faire une espèce de bending tone, jouer dedans son son, juste changer la couleur, le timbre, etc. J'ai voulu aller chercher les mêmes perspectives avec le vibraphone. Évidemment, le bending tone, comme je vous le présente aujourd'hui, existait déjà avant. Là. Je veux dire, je n'ai pas inventé l'approche. Ce qu'il s'agit de faire, entre autres, c'est, on part d'un point neutre de ma note ici. Vous entendez un demi-ton à peu près de distance entre la note et puis la résultante. Ça, c'est intéressant. C'était déjà utilisé, je vous l'ai dit, par certains instrumentistes, entre autres en vibraphone jazz, mais aussi en musique contemporaine.
Là où j'ai amené quelque chose de nouveau, c'est que c'était bien beau ça, mais le problème, c'est qu'on était obligé de le prendre à deux mains ou de l'intégrer dans notre jeu et puis de changer sans arrêt de baguette. Ce qui fait que rapidement, ça a été mis de côté. Une autre problématique qu'on retrouvait, c'est que comme on le jouait comme ça ici, c'est que le poids ici du muscle ici ne travaillait pas de la même façon. Donc, ça prenait beaucoup d'énergie ici pour pouvoir aller chercher un son qui était consistant. Moi, ce que j'ai fait, c'est faire l'analyse un peu plus physiomoteur, regarder comment ça s'intégrait dans le jeu et puis voir, entre autres, que le fait de pouvoir ajouter ça ici au poids de mon poignet, donc de prendre tout le poids de mon bras, me donnait beaucoup plus de substance en termes de son. Là, présentement, ce que je viens de faire m'a pris aucun effort. J'ai que déployé, j'ai que déposé mon bras finalement sur la latte. Donc voilà. À partir de ce moment-là, je l'ai intégré dans mon jeu ici, parce que l'autre élément que je voulais, c'était ne pas perdre la vélocité ou les possibilités qui venaient avec. Donc, je l'ai intégré dans mon jeu, j'ai rajouté la baguette, mais en arrière, de façon à pouvoir garder mes deux autres baguettes disponibles en tout temps et ne pas altérer ma vélocité. Et au cours du temps, bien là, au fil du temps, j'ai développé les approches, j'ai développé les techniques pour faire en sorte qu'on puisse aller chercher pas juste un bending tone simple, mais un double, des répétitions, des choses comme ça. Donc, une multitude de sons qui ont sorti de ça, d'où est venu le livre qui a été lancé il y a un peu plus d'un an, de ça, un an et demi. Voilà, c'est bon. Okay. Je vous fais écouter juste un petit extrait sonore de même pas une minute sur un travail qui a été fait avec un collègue qui s'appelle Ziad Tabassian, qui fait essentiellement la même recherche sur son instrument, qui est le tombak, un instrument iranien. On s'est amusé à mettre les deux instruments ensemble puis à voir un peu en termes de sonorité comment ça pourrait s'élaborer. Vous allez voir, le bending tone est bien exploité dans ce petit extrait-là. Et puis, tout de suite après ça, je vais vous jouer une pièce pour finir ça en beauté, si tu me le permets. OK, 2 minutes, une petite pièce rapide. Et puis après, bien, avec Jean-Pierre, on pourra discuter histoire et musique. Voilà. Saint-Valentin qui s'en vient, je la dédie à tous les amoureux de la place.
Merci. Merci. J'invite maintenant mon collègue Jean-Pierre à s'avancer. Merci, bravo. Merci. Je vais peut-être regarder l'heure, tu nous feras signe, j'imagine. Merci beaucoup, André. Est-ce qu'on m'entend, ça va? Alors, on a 15 minutes pour tout se dire. D'abord, je te remercie. Je te remercie pour ta performance. Je te remercie aussi pour tes explications que j'ai trouvées extrêmement claires. J'avoue que la métaphore du gué a très bien fonctionné avec moi puisque c'est l'activité favorite de mes enfants lorsqu'on part en vacances. Donc, on passe des heures à traverser des rivières et à installer des pierres de gué qui sont en effet souvent glissantes. Alors, j'ai tout de suite compris, je crois, enfin, du moins je le pense, le concept de superposition arborescente. Je te remercie aussi parce qu'au fond, bon, je t'ai beaucoup écouté, André, et le premier que je télécharge sur iTunes, j'ai téléchargé l'album tout à l'heure, et c'est le premier collègue, c'est la première fois que je télécharge un album composé par un collègue. Donc merci, je me sens vraiment honoré. Et puis aussi, en fait, t'écouter, te lire, te regarder, je crois que te regarder aussi est très important. Il y a vraiment une performance, là, presque dansée, une esthétique très particulière, m'a permis de revisiter un petit peu un lien qui m'intéresse beaucoup. La première fois, j'avais 19 ans ou 20 ans, j'ai suivi un cours de musique et d'histoire élisabéthaine en France, et vraiment, ça a complètement bouleversé ma pratique de l'histoire. Donc je te remercie aussi, puisqu'au fond, là, tu m'as permis de penser le lien entre la musique et l'histoire. J'ai une première question pour toi, très personnelle. Je ne sais pas si tu veux rentrer ici dans ta vie personnelle, mais je vais te la poser quand même. Pourquoi le vibraphone? Tu joues au vibraphone depuis longtemps. Est-ce que l'instrument est en harmonie avec ta personnalité? Est-ce qu'il faut avoir une certaine personnalité pour jouer du vibraphone? C'est une bonne question. Non, je ne crois pas. Je pense que c'est plus le répertoire ou la façon d'aborder l'instrument qui va changer selon la personnalité de la personne qui le fait. Dans mon cas, évidemment, il y a un désir d'aller dans des zones qui sont inexplorées, un désir de faire avancer les choses, donc d'aller chercher spontanément un instrument qui était moins usité, moins utilisé, qui est assez nouveau, en fait, dans le décor de la musique. C'était tout à fait naturel pour moi. Puis la deuxième chose, c'est que, bien, vous avez entendu, hein, il y a tellement de couleurs, il y a tellement de vélocité, il y a tellement de choses qui bougent là-dedans. C'est magnifique, cet instrument-là. C'est tout faire. Et puis, en plus, il faut dire que mes champs d'expertise étaient le jazz, la musique classique contemporaine. J'ai fait beaucoup de musique du monde, donc c'était normal pour moi d'aller chercher un instrument qui rejoignait diverses tendances ou qui me permettait de faire une jonction, en tout cas, éventuellement, entre les genres. Mais je te pose la question de la personnalité. Elle est importante pour moi, puisqu'au fond, en histoire, qui n'est pas une science objective, loin de là, évidemment, tout dépend de la personnalité de l'historien ou de l'historienne, de là où il vient, de sa famille, de son éducation, de ses éventuels traumatismes ou joies dans l'enfance, etc. Alors c'est évident que quand je te regardais jouer, je me disais d'où vient-il, qu'est-ce qu'il ressent lorsqu'il touche l'instrument, lorsqu'il manie avec autant de dextérité tes baguettes. Donc bref, tu n'as pas répondu de manière très intime à la question qui es-tu et d'où viens-tu, mais j'imagine qu'on pourra avoir cette discussion dans un autre contexte. Tu disais que c'est un instrument relativement nouveau. C'est ça que tu as dit, je crois. Effectivement. Est-ce que tu pourrais peut-être, je ne sais pas s'il y a des historiens dans la salle ou seulement des musicologues qui savent déjà tout ça, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'histoire de l'instrument aussi, et qu'est-ce qu'un vibraphone? Enfin, moi, c'est une question assez bête que je pose, j'imagine, mais je vois des lamelles de métal, je crois qu'elles sont en aluminium. Oui, dans ce cas-là, c'est un alliage. J'imagine aussi qu'il y a comme des caisses de résonance en dessous.
Il y a quelque chose qui vibre. Tu pourrais nous Oui, nous absolument. expliquer avec une métaphore peut-être naturelle En fait, ce qu'est le vibraphone? ça ressemble à un xylophone, ça ressemble à un instrument qu'on va retrouver à la petite école. La différence, c'est qu'il est beaucoup plus gros, évidemment. La différence aussi, c'est qu'il va être chromatique, donc on a accès à toutes les tonalités plutôt que seulement qu'une sur certains instruments. Autre différence, évidemment, les résonateurs, on retrouve ça sur certains instruments. La pédale, ça c'est vraiment typique du vibraphone, donc on a la possibilité de laisser résonner la note à loisir, donc très longue ou un petit peu moins longue. Donc ça c'est une chose, et puis c'est pas pour rien que ça s'appelle vibraphone, c'est qu'en fait il y a une petite structure dedans, dans la construction du vibraphone, il y a des petites pales qui tournent, qui permettent de faire en sorte que le son fasse un ouan, 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 on les fait tourner donc de façon mécanique. On l'utilise moins aujourd'hui. Dans la musique plus moderne, c'est moins utilisé, mais ça reste un des outils qui est applicable là, si on veut développer ce répertoire-là. Voilà. Il est moins portable que certains instruments. Absolument. Il n'y a pas de vibraphone pliant, j'imagine. Oui, je préfère ça à la contrebasse, je préfère ça à plusieurs autres instruments, un piano, mais dans ce cas-là, quand même, ouais, on vit avec. Quelle est l'histoire de cet instrument? Cet instrument est joué quand pour la première fois? Quels sont est-ce qu'il y a des grands moments dans l'histoire du vibraphone que l'on devrait connaître? Oui, sa naissance d'un père glockenspiel et d'une mère marimba du centre américain, dans les années 20, début des années 20. Et puis 10 ans après, la compagnie Deagon a lancé le premier vrai vibraphone, donc avec la pédale et tout. Et puis il y a un vibraphoniste formidable, le premier à se lancer pour vrai sur des enregistrements, qui s'appelait Lionel Hampton. À partir de là, la première étape de la vie du vibraphone, de son histoire, a commencé, à aller en se développant jusque dans les années 50 avec un vibraphoniste vraiment formidable qui s'appelait Milt Jackson, qui lui a fait partie d'un mouvement qui s'appelait le Third Stream. Le Third Stream, c'était le mélange entre justement la musique classique et le jazz. Déjà, on en parlait à cette époque-là. Une deuxième phase de l'histoire du vibraphone a commencé en 60 avec un vibraphoniste, lui aussi ô combien formidable, qui s'appelle Gary Burton, donc qui a intégré ça dans un environnement plus de musique de chambre, qui a intégré ça aussi dans des duos, qui a fait beaucoup, beaucoup pour le vibraphone en général et qui a introduit la tenue à 4 baguettes, ce qui était un changement majeur dans l'histoire du vibraphone. Là, j'ai parlé du jazz. En classique, c'est la même chose. Hein. On a eu dans le vibraphone du premier temps, disons, ça a été utilisé par Berg, si je ne veux pas faire de gaffe. Ça a été utilisé aussi par Messiaen. Et puis par la suite, dans la deuxième phase, là, on l'a vu évidemment avec Steve Reich, puis un paquet de compositeurs qui l'ont utilisé. Ouais. C'est un instrument extrêmement versatile. Enfin, je n'étais pas très familier avec le vibraphone avant que l'on me contacte ici pour participer au Midi Recherché. Personnellement, j'ai touché un tout petit peu à l'harmonica et à la trompette, mais jamais je serais invité ici pour participer au Midi Recherché, c'est certain. Rejoins ensemble après, si tu veux. Du moins d'un point de vue musical. Mais c'est un instrument extrêmement versatile, si je comprends bien. Enfin là, donc, tu nous parles de musique classique, de musique jazz. Je comprends aussi que dans le jazz, l'instrument a été utilisé pour exprimer des styles très différents. Un jazz classique, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Le swing également, je pense que Lionel Hampton, c'est ça, a joué pour Benny Goodman. Oui. Donc on est vraiment là dans une première période et on arrive ensuite au jazz, au bebop, au jazz fusion, au jazz rock. Le jazz qui est libéré de la structure, donc on appelait le free jazz. Évidemment, le jazz aussi, musique du monde, musique en salsa, on a trouvé beaucoup, en musique brésilienne, tous les types de musique. Et puis en musique pop, aujourd'hui, on utilise encore régulièrement. Donc il est en train d'éclater. Présentement, on est dans une belle bulle. J'ai écouté ce matin, avant de venir, je faisais mes devoirs tout de même, et j'écoutais une pièce de Gary Burton où on sentait justement un transfert, du moins une rencontre du jazz et du tango notamment. Donc je trouve ça, c'est vraiment un instrument particulièrement versatile et je te suis très reconnaissant de nous le faire découvrir. Juste au début, lorsque tu as parlé de l'histoire du vibraphone, lorsque tu as commencé à parler de l'histoire du vibraphone, je m'excuse d'insister sur l'aspect historique, mais il faut dire que je ne suis pas musicien, je suis peut-être plus historien que musicien. Alors, enfin c'est même certain d'ailleurs, tu as parlé, ma fille a fait un peu de guitare, mais je t'assure, on s'est arrêté avant la canopée. Mais on lit des livres d'histoire chez nous aussi, ça peut t'encourager. Tu as parlé du marimba, qui est un instrument d'Amérique centrale. Dans son histoire tardive. Ouais. Mais tu as étudié sur l'Afrique, donc ça va pouvoir nous parler plus du balafon. C'est ça, justement, parce qu'au fond, le vibraphone est-il un instrument afro-américain ou incarnation de l'Afro-Amérique lorsqu'il est créé dans les années 1920, 1930? Est-ce qu'il devient ensuite un instrument peut-être plus utilisé par une population
d'origine caucasienne en Amérique du Nord. Encore aujourd'hui, est-ce que le vibraphone est associé à une catégorie raciale particulière? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, parce que c'est devenu un instrument, je ne dirais pas intellectuel, mais c'est devenu un instrument vraiment de recherche, beaucoup. Mais à la base, évidemment, comme tout le mouvement swing, évidemment, c'était plus les Noirs qui étaient dans ce courant-là, puis qui le faisaient. Puis il faut dire aussi que le vibraphone était un instrument qui permettait aux musiciens de se donner une couleur à eux, donc de se personnaliser en tant que musicien, puis de se distancier un peu de ce qu'ils faisaient en général en jazz. Ce qui fait que, oui, évidemment, ça a été associé, juste comme tout le reste du mouvement d'ailleurs, jusqu'aux années 50. Mais comme je disais, à partir de 60, Gary Burton, dont on parlait, était un Blanc qui étudiait à Berkeley, qui, lui, a fait ce transfert-là vers je dirais le monde en général, là, toutes les cultures confondues. C'est vraiment fascinant. Parlons un peu de ta technique. Alors, j'ai lu, j'ai feuilleté ton livre, ou du moins le cahier d'exercice. Alors, je n'ai fait aucun exercice, je n'ai pas de vibraphone chez moi, mais j'ai lu l'introduction. Alors, il y a une technicité vraiment, je crois, exemplaire, fascinante. J'ai été fasciné de lire ce que je ne comprenais pas au fur et à mesure que je lisais. Je comprends qu'il y a toutes sortes de... Mais vous savez ça, j'imagine, en musique, ça paraît tellement facile en le voyant jouer, mais je comprends bien qu'il y a un travail phénoménal. Donc pour nous, lorsqu'on écrit ou on fait de la recherche, c'est pareil, il y a un travail phénoménal, c'est très pénible, très difficile, mais ce travail-là, on ne le voit pas. Enfin, c'est toujours pareil, on ne voit pas la technicité de l'historien, alors que là... on voit le résultat. On voit le résultat. Ouais. Donc en te lisant, je comprends qu'il y a une certaine pression à appliquer sur ces petites lamelles d'aluminium. Il y a des angles d'approche. Il y a des positionnements bien particuliers à rechercher sur la lame d'aluminium. Il y a des bending tones, donc la possibilité de tordre une note, de la tordre vers le bas, si je comprends bien. On va revenir sur ce bending tone parce qu'au fond, ça fait de toi une forme de marginal, j'imagine. À partir du moment où on tord la note, c'est que tu acceptes de t'inscrire dans une forme de généalogie musicale bien particulière, qui est encore une fois afro-américaine. Bien ça, oui. Tu n'es peut-être pas d'accord, enfin, mais je ne dis pas que tu serais un marginal par... enfin, ce n'est pas une critique, hein, bien entendu, au contraire. Ça fait de toi quelqu'un de très respectable. Donc, il y a un positionnement, il y a des bending tones, puis si je comprends bien, il y a des bending tones simples, même doubles. Enfin, il y a une technicité tout à fait phénoménale. Il y a une posture aussi particulière. Oui. Alors, au fond, c'est très technique. Et puis, quand je te regardais jouer, là, en direct, et également sur vidéo, il y a une esthétique de l'imprévu. Enfin... bon, j'imagine que c'est classique. En musique, tout est programmé, ou tout est très technique, on travaille très longtemps. Et là, au fond, à la fin, au final, c'est ton corps qui décide, j'ai l'impression. Et ma question ici porte vraiment sur le... Je comprends bien qu'il y a une technicité, mais c'est toi qui joues, et c'est ton corps qui bouge. Je te regardais, là, es-tu danseur par ailleurs, en plus d'être musicien? Est-ce qu'il faut réfléchir à son corps pour faire ce que tu fais? Est-ce qu'il faudrait danser pour faire ce que tu fais? Puisqu'au fond, c'est ça. Enfin, il y a quelque chose de très technique et d'absolument pas technique. Oui, effectivement, il y a une chorégraphie à mettre en place. Comme tu dis, c'est aussi la science de l'imprévu, parce qu'évidemment, ça va être intégré selon les besoins. Mais il y a un point qui est franchement important, puis qui rejoint à peu près tout ce qu'on voit en général. Si vous allez chez les athlètes, si vous allez en histoire, j'imagine c'est la même chose, c'est qu'à partir du moment où on a développé une approche qui nous permet d'être très performant, de bien comprendre, mais dans le vrai détail. Puis là, je vais parler à des collègues avec qui on parle d'harmonie beaucoup ces temps-ci. À partir du moment où on comprend vraiment la structure de base, eh bien, on va l'appliquer comme on veut et quand on veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif, ce n'est pas que je mette des bending tones partout. L'objectif, c'est que je puisse l'utiliser quand j'en ai besoin et comme j'en ai besoin. Et pour pouvoir le faire, il faut que je le maîtrise tellement que ça devienne quelque chose de complètement naturel pour moi de l'utiliser quand ça vient de temps. Donc oui, il y a un aspect chorégraphique, mais un aspect chorégraphique qui a tellement été travaillé avant qui fait que ça rentre naturellement finalement dans le langage après. Ce qui fait en sorte que quand j'envoie mes pièces à d'autres musiciens qui, eux, ont à s'habituer à ça, bien, ils ont à commencer par la méthode ou commencer par le livre pour bien comprendre comment ça se passe avant d'aller chercher la pièce. Donc, il y a tout un aspect de préparation qui est plus une préparation comme en danse. On n'y pense plus quand on danse de la salsa. On a tellement travaillé que finalement, les figures qu'on va faire viennent naturellement quand on a besoin. En tout cas, je ne sais pas ce qu'on enseigne à la faculté de musique, mais je vois très bien, enfin on enseigne plein de choses, je le sais, mais est-ce qu'on enseigne, je verrais très bien ici le point commun, ou du moins le point de rencontre entre ta pratique ici, ta performance, le mot est très important pour moi ici, au sens de Michel de Certeau, mais je reviendrai là-dessus, le point commun, le point de rencontre entre ta performance et par exemple la pratique du tango.
J'ai longtemps pratiqué le tango argentin et je vois bien l'idée du bending tone dans le fait que l'on puisse avancer, avancer et tout à coup se rétracter un peu, repartir en arrière, hésiter, écouter le rythme. Alors donc, c'est pour ça que je faisais le lien entre ta performance corporelle et ta performance très technique, puisqu'au fond... Enfin bon, tout ça est ma réflexion personnelle en t'écoutant, en te voyant. Ça évoque toutes sortes de choses pour moi. Je pense qu'il nous reste que quelques minutes avant que l'on passe aux questions. Le bending tone, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette technique? Alors encore une fois, j'imagine que là, ça va parler à des convertis. Mais imaginons qu'il n'y a pas de convertis dans la salle. Qu'est-ce que ça veut dire de tordre une note? Pourquoi est-ce que c'est important? Quel est l'intérêt d'un point de vue musical? Et comment est perçue ta technique? Donc ça fait 1 an à peu près que le livre est sorti. Oui. Comment est perçue ta technique? Qui l'utilise? Et comment est-elle elle-même tordue? Enfin, je veux dire, est-ce que ta technique va être réappropriée et modifiée? Voilà. Oui, bien, on l'espère évidemment. À la base, le bending tone, ce que c'est, puis là, encore là, je tombe dans mes images, là, mais c'est comme prendre une planche ou prendre une corde et puis l'allonger en quelque part. C'est vraiment micro, c'est pas beaucoup, mais on va prendre la structure puis on va l'allonger un petit peu, ce qui fait que le son, on va avoir tendance à bouger avec. C'est tout bête comme ça. Pour pouvoir le réaliser, ce qu'on va faire, c'est déposer les petites baguettes bleues que tu vois qui sont dures sur le point neutre qu'on appelle de la latte. C'est l'endroit où la latte, elle vibre le moins, parce que la latte, elle a beau être comme ça, elle vibre comme ça quand on frappe. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a un endroit où il y a une espèce de pivot dans ma latte sur les 2 côtés. Cet endroit-là, si je dépose un objet dessus, qui est bien précisément placé, donc tu parlais de chorégraphie, je vais pouvoir faire en sorte de laisser résonner la note presque comme si j'avais rien mis dessus. Okay? À partir du moment où ça, c'est bien compris, bien là, il s'agit juste de laisser glisser la baguette sur la latte pour aller chercher cet effet-là de bending tone, donc de descendre d'à peu près un demi-ton. Mais évidemment, je ne suis pas obligé d'aller jusqu'à un demi-ton. Je peux faire un quart de ton, je peux jouer dedans comme je veux. Ça, c'est pour ta question. Est-ce que ça répond bien? Oui, je pense. Voilà. Ensuite, dans un deuxième temps, bien évidemment, depuis que ça a été lancé, ça se promène beaucoup sur les réseaux sociaux, entre autres. Ça se promène beaucoup dans les sites de percussion. J'ai beaucoup de gens qui me contactent pour voir un peu comment ça fonctionne. Mais là, la vie nous rattrape tranquillement parce qu'évidemment, comme professeur, tu le sais, hein, le temps n'est pas immense. Et puis, comme c'est un projet complémentaire, bien évidemment, je ne peux pas partir sur la route 6 mois par année pour aller vendre mes projets. Donc, là, on est rendu à cette étape-là où là, il faut que je le transforme. J'ai déjà lancé un album en trio. Et là, maintenant, c'est de l'appliquer puis de montrer que ça fonctionne, montrer jusqu'où on peut aller là-dedans. Et puis, à partir du moment où ça va être initié, puis j'espère que ça va se faire au cours des prochains mois, bien là, écoute, normalement, je pense, puis là, c'est vraiment, là, je suis le plus humble possible, mais j'espère que dans quelques années, cette approche-là va être généralisée pour le vibraphone en entier parce que c'est trop logique, c'est trop simple, c'est trop efficace comme approche. Ça a l'air, en tout cas. Peut-être 2 questions. Je regarde tes baguettes. C'est comme ça qu'on les appelle? Oui. Des maillotches. Également maillotches. Les maillotches. En français, oui. Alors, je vois les 4 maillotches de droite qui semblent recouvertes d'une petite laine. Et puis, les 2 bleues que tu utilises donc de manière très subtile ici, là, pour tordre la note vers le bas. Elles semblent faites différemment. Je serais curieux de savoir en quoi elles sont faites. Là. Oui. Et puis, mon autre question, est-ce que tu as envoyé une copie de ton livre à Gary Burton, justement? Et est-ce que tu penses le faire? Est-ce que Gary Burton va appliquer ton style à son propre style? Je suppose que oui. Je lui souhaite. Non, on n'est pas loin de la direction. Tu pourrais dire oui, mon style a été appliqué par les plus grands joueurs de vibraphone. Non, je ne lui ai pas encore envoyé personnellement. J'attends d'avoir plus de matériel, d'avoir quelque chose de peu plus consistant à mon goût, à moi, pour vraiment faire le saut. Au cours des mois qui viennent, évidemment, là, je vais commencer à faire le tour des festivals de percussion, puis on va commencer à mettre ça en place. Puis dès que ça va être mis en place, bien là, évidemment, là, vraiment, je vais mettre pleine vapeur. Mais encore là, c'est une question de disponibilité, de temps et tout. Là. Voilà. Pour ce qui est des baguettes, tu as les 4 baguettes à droite, les 4 maillotches qui sont faites, elles, en laine ou qui vont être faites en lainage mélangé avec des structures de nylon. Donc, on veut des baguettes molles qui vont nous donner un son assez large. Le centre, lui, bien, on va prendre, là, c'est assez technique. Hein, justement, on parlait de fabriquer des baguettes, Mackenzie. Donc, le milieu va être utilisé, on va prendre quelque chose de relativement pesant, mais d'assez mou pour ne pas changer le son quand on va frapper sur la latte. Par-dessus, bien évidemment, là, on va recouvrir. C'est vraiment de la haute couture, hein, on va recouvrir ça. Et puis, ça va nous donner le son qu'on veut. Pour ce qui est des baguettes bleues, on a plusieurs choix. Mon choix préféré à moi, ce sont des baguettes Baker 2, c'est ça. C'est des baguettes de plastique
mais un plastique qui n'est pas extrêmement dur, un plastique qui est relativement mou, ce qui fait que si on les regarde de proche, on va voir que la structure de la boule a changé un petit peu, qu'elle s'est aplatie à certains endroits. Parce que justement, à force de frotter, à un moment donné, la baguette s'est désagrégée. Donc là, on a besoin absolument d'une baguette dure pour pouvoir faire en sorte que le contact avec ma latte, quand je vais faire le bending tone, se fasse sur une plus petite surface possible pour éviter justement que la latte arrête de résonner. C'est tout à fait magnifique. Je me sens vraiment, je me sens coupable presque d'être historien, d'être incapable de performer comme tu le fais ici. Mais écoute, sait-on jamais, j'aurai peut-être une deuxième vie. Et toi aussi, bienvenue, on échangera les rôles. On échangera les rôles. Alors, sur cette bonne parole, je crois qu'il est 12h49 et il serait peut-être bon aussi que je ne monopolise pas la parole. Je pense que vous brûlez tous ici de poser des questions et même, pourquoi pas, de pratiquer le bending tone. Alors, c'est le bon moment d'ouvrir la séance aux questions. Et pourriez-vous, je crois qu'il faut que je dise ça, pourriez-vous donner votre nom, on va dire votre nom, avant de poser la question, puisque l'émission est enregistrée, tout ceci est enregistré et passera dans une radio près de chez vous. Alors, voilà, le micro est là. Bonjour, merci, mon nom c'est Mackenzie Hacheux. Puis, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, oui. OK. Ma question, c'est que vous avez parlé de comment les vibraphones peuvent aller dans plusieurs contextes musicaux, mais on n'a pas vu je m'excuse, c'est pas ma langue maternelle, mais il y a certains contextes musicaux où il y a la misère à y aller, on dirait. Par exemple, dans le big band swing, je trouve que on a du chemin à faire quand même pour que le vibraphone est considéré comme, je ne sais pas, un utile plus qui a sa propre place. Maintenant, c'est juste plus doublé. Ou, oui, on a déjà vu, mettons, avec Steve Nelson ou même Lionel Hampton, il a joué avec des big bands, mais on ne le voit pas trop souvent. Donc, ma question, finalement, pour vous rendre, c'est si vous avez peut-être des idées, des suggestions pour que le vibraphone, finalement, pourrait y aller de manière naturelle. Oui, c'est une bonne question. Bien, en fait, effectivement, le vibraphone, par son timbre, se démarque un peu des autres instruments du big band. Donc, faire un mélange, un bloc, par exemple, harmonique entre deux sax et un vibraphone, déjà, on accepte qu'il va avoir une sonorité qui va discontinuer entre les deux structures. Mais ça dit, le vibraphone est quand même de façon standard intégré dans la plupart des big bands. Donc, normalement, on va presque toujours avoir maintenant des partitions de vibraphone qui vont être intégrées. Maintenant, c'est là une des problématiques qui est fascinante puis qui est franchement tripante, c'est on va écrire maintenant de la musique pour ça. Et là, tu amènes le bon point. Et maintenant, la problématique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que cet instrument-là soit feature, soit en avant du big band de façon récurrente. Eh bien là, Mackenzie, je t'invite, tu es le premier. Écris-nous quelque chose pour vibraphone solo avec big band. Tu es bienvenu. C'est le temps. C'est le temps. Cet instrument-là ne demande que ça. Mais la question, je trouve, est très intéressante parce qu'en effet, moi j'enseigne souvent l'histoire du swing. C'est toujours mon premier cours d'histoire. Dans le cours d'histoire des États-Unis, c'est une histoire du swing, comme métaphore finalement du rêve américain, etc. Alors c'est certain qu'on associe assez facilement le swing aux années 30 à une période de renaissance culturelle, etc., musicale. Il y a une énergie très particulière que je n'associais pas forcément avec le vibraphone avant de te rencontrer. Alors que finalement, dans les années 50-60, mais encore une fois, je parle là du haut de mon chapeau, si ça se trouve, ce que je dis est tout à fait incohérent, mais dans les années 50-60, on associe plus le vibraphone au post-bebop ou à quelque chose d'un petit peu déstructuré, on s'approche de la période postmoderne, etc. Donc, je trouve vraiment, il y a des attentes. J'ai l'impression que l'instrument suppose un certain nombre de sons, ou présuppose un certain nombre de sons ou d'attentes culturelles, mais à tort, comme tu le dis, puisqu'on peut tout à fait réécrire. Tout est à faire. Tout est à faire. Ouais. Allô? David Pelletier, étudiant en musique en première année. Alors, je m'excuse pour les non-musiciens, mais je vais vous vraiment poser une question théorique. Dans votre exemple de transformation arboricole, j'ai complètement oublié le nom. Superposition. Arborescence, c'est ça. Dans l'exemple que vous avez pris, qui était très tonal d'Adèle, j'ai cru entendre des substitutions puis des emprunts modaux. Je me demandais s'il y avait d'autres éléments que vous alliez piger pour développer un peu sur le thème. En fait, c'est une grande question avec peu de temps. Évidemment, on va entendre des structures modales qui vont se superposer parce que quand je parlais de transition subtile ou de transition fluide entre la base et ce qui va se détacher,
Bien évidemment, si on regarde même l'histoire de la musique, on est passé par un médium qui était tonal. Évidemment, avant, on avait été dans du modal vraiment structurel, mais on est reparti à partir d'une base qui était plus tonale et on est revenu à une intégration de la modalité à l'intérieur du tonal. Tout ça pour dire que c'est normal qu'en évoluant à travers ce système-là, on passe par des couleurs modales en faisant cette substitution-là, disons, ou pas cette substitution-là, mais l'étalement de structure à travers le système. Donc, évidemment, on va partir de quelque chose de très tonal, mais on va passer vers quelque chose de relativement modal pour aller jusqu'à une structure qui va être complètement détachée de ce qu'on a à la base. Donc, c'est normal, oui. Si tu veux, dans le détail, ça va me faire plaisir, je vais pouvoir tout t'expliquer ça, mais oui, en fait, c'est normal. Christophe Pilon, j'ai une petite question sur où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur l'harmonie arborescente. Puis, je suis en train d'écrire un article à ce sujet-là. Je vois mon collègue là-bas qui sourit. Donc, évidemment, question de temps, mais il y a un article qui s'en vient à ce sujet-là. Puis éventuellement, plus que ça, on va aller peut-être vers un ouvrage parce que vraiment, il y a matière à développer là-dessus. Encore là, c'est une question de temps, c'est une question de dosage d'énergie. Voilà. Ah, merci, si tu l'achètes, je vais être bien content. Est-ce qu'il y aurait des questions d'autres musiciens ou de non-musiciens? Thierry Pilote, chargé de cours à l'école de musique. Je suis vibraphoniste moi-même, donc je sais qu'il y a principalement deux méthodes pour prendre deux baguettes dans chacune des mains. Il y a la technique Burton, qui provient de la méthode de Gary Burton, puis celle que toi tu utilises, la méthode Steven. Je présuppose que, en te voyant faire, j'ai déjà joué les deux façons. Toi, tu utilises la méthode Stevens, ça fonctionne bien pour tenir la baguette bleue, pour faire les bending tones, mais est-ce que tu crois que c'est possible de l'appliquer avec la Burton? Moi, je suppose que pas vraiment, plus ou moins, mais je voulais avoir ton avis. Bien, en fait, dans l'ouvrage que j'ai écrit, j'aborde à la fois la technique Burton, j'aborde aussi la technique traditionnelle, parce qu'il y en a une troisième qui est traditionnelle, et puis la Stevens. Les trois là, peuvent l'intégrer sans problème. La seule différence, c'est que plutôt qu'avoir 6 baguettes dans tes mains, dans tes deux mains, donc 3 dans ta main, ce que tu vas faire, c'est en avoir 2 baguettes. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper une des 2 baguettes en Burton, qui est la plus longue, pour elle, au bout, lui ajouter cette baguette dure-là. Ce qui fait en sorte que tu n'as pas 3 baguettes, mais 2, dont une qui a 2 bouts. À cause de la tenue, c'est difficile d'aller chercher ces éléments-là. Mais on a fait des tests déjà, puis moi-même, j'ai déjà joué Burton, je comprends bien la dynamique. Mais oui, c'est possible. Je pourrais te montrer les baguettes aussi qui viennent avec. Là. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aurait plus de questions, peut-être? On remarque que ça tomberait bien, on est proche de 13 heures. Alors, merci infiniment, André. Je crois que tu nous as beaucoup appris. Et puis, je regrette que ça se termine finalement. Je passerai bien toute l'après-midi à travailler dans mon bureau avec toi dans le couloir en train de composer et performer pour nous. Je pense qu'on aurait beaucoup de plaisir. Alors, merci beaucoup, André. Merci à vous et à la prochaine.